ça va y aller, ça va y aller. Comment ça va la jeunesse? Eh bien écoutez, bienvenue aux nouveaux parmi vous, si toutefois, eh bien écoutez, il y a des nouveaux, tout simplement. Aujourd'hui, on va se replonger dans une vidéo type historique. Voilà, on avait déjà abordé le sujet Ken Roczen, Jet et Hunter Lawrence, ensuite Eli Tomac, et aujourd'hui, eh bien c'est tout simplement autour de Jeffrey Earlings, a.k.a. The Bullet. Voilà, il y a plein de choses à évoquer au sujet de ce pilote-là. C'est un pilote qui a connu évidemment de grands succès, qui a connu aussi beaucoup de blessures. Il y a tout un tas de choses intéressantes à son sujet. Donc dans cette vidéo, j'ai décidé aussi de faire une sélection des choses qui m'ont, moi, le plus marqué, évidemment, parce que sinon, l'histoire pourrait durer pendant des heures et des heures. Et si toutefois, par exemple, il y a quelque chose qui vous manque, ou un résultat, une anecdote, eh bien écoutez, mentionnez-le dans les commentaires. Et puis voilà, en tout cas, on va essayer de faire au mieux pour vous résumer l'histoire de ce pilote un petit peu phénomène, puis qui a marqué tout simplement sa génération, qui fait de lui, qui fait de lui une vraie légende, encore en activité. Voilà, The Bullet. La balle, pour ceux qui n'ont pas compris en anglais, c'est le surnom sous lequel on le connaît. Il a été surnommé comme ça par rapport à la vitesse hallucinante qu'il est capable d'atteindre dans le sable. Ou encore The Flying Dutchman, le néerlandais volant. Le dernier pilote dans ce registre historique dont je vous ai parlé, c'est Eli Tomac. Et justement, il y a un petit rapprochement un petit peu avec Jeffrey Earlings par rapport à la façon de faire, par rapport à la méthode de travail. Enfin, il y a des similitudes entre les deux pilotes, excepté que vous allez le voir au fur et à mesure. On a un tempérament un petit peu plus prononcé. Jeffrey, quand il a besoin de dire quelque chose, il le dit. C'est un pilote qui est principalement présent sur le championnat, donc MXGP, le championnat du monde. Il est focalisé là-dessus. De toute façon, son œuvre en motocross se résume à ce championnat-là. Vous allez voir que c'est grandiose. Je sais que certains d'entre vous aimeraient voir ce format de vidéo bien davantage, plus souvent. Sachez juste que c'est énormément de temps de préparation. Et bien écoutez, pour mettre tout ça bout à bout, même si on connaît déjà certaines choses par rapport à des pilotes qu'on aime bien, je pense notamment, vous voyez, à Ken Roczen quand j'ai fait cette première vidéo où il y a des choses que je connaissais déjà, et puis en fait, au fur et à mesure, on découvre tout un tas de trucs, ce qui fait qu'on peut arriver à quelque chose de très long, ou en tout cas à quelque chose qui prend du temps à mettre bout à bout. Le premier personnage dont on va parler concernant cette histoire, c'est évidemment le papa de Jeffrey, Peter Earlings. Alors, le papa de Jeffrey, Peter Earlings, il est né en 1956. Il va commencer la compétition dans les années 70. Il a une grosse carrière. C'est un monsieur qui a une grosse carrière, c'est un monsieur, c'est son papa, il a une grosse carrière en motocross. Il a intégré à plusieurs reprises l'équipe néerlandaise pour le motocross des nations. C'est quelqu'un qui, au cours de sa carrière, va se battre contre des mecs comme Roger de Coster ou encore Heikki Mikkola. Là, je me permets de le citer parce que c'est un champion du monde finlandais. Enfin, il est exactement 3 fois champion du monde en 500 cm3. Et ce qui fait que Heikki Mikkola, il est un petit peu connu à son époque, eh bien, c'est tout simplement, c'est le premier finlandais à devenir champion du monde de motocross. D'où son surnom d'ailleurs, The Flying Fin. Back to the race. Heikki has passed Brad and is pulling away. The Flying Fin, the finlandais, oui, le finlandais volant. Voilà, ce qui ressemble un petit peu au surnom que vous avez entendu en début de vidéo pour Jeffrey. Alors, un événement en particulier qui s'opère pendant la carrière du papa, c'est le motocross d'Erazun, qui a lieu aux Pays-Bas. Oui, parce que Jeffrey Earlings, vous l'avez compris, il est néerlandais. Alors, pour la petite anecdote, toutefois, vous avez peut-être aussi entendu le terme hollandais. Alors, de toute façon, ça regroupe un petit peu la même chose, c'est que tout simplement la Hollande, pour le petit passage géographique de cette vidéo, eh bien, écoutez, la Hollande, c'est tout simplement une région dans les Pays-Bas. Enfin, ce pays était anciennement appelé la Hollande, etc. Voilà. Voilà, le motocross d'Erazun, c'est tout simplement une épreuve internationale de motocross qui a lieu chaque année avant le championnat du monde de motocross. Cette épreuve-là, elle a lieu à Saint-Antonis, c'est juste à côté d'où habite Peter Earlings, et ça va avoir lieu de 1947 à 1985. Et la petite particularité, c'est qu'en 1947, cette même année-là, là vous avez la création de cette course de moto-là, et vous avez aussi l'ouverture du circuit de motocross de Namur, en Belgique. Et pour la petite anecdote, je me souviens avoir enregistré, parce que ça me fait penser à ça, un reportage qui était passé à l'époque sur Automoto, c'était en 2001, c'était la première fois d'ailleurs que l'équipe française remportait le motocross des nations qui avait lieu à Namur. Il y avait David Villemain, Yves de Maria et Luigi Segui. Voilà, qui avait remporté la victoire, et cette année-là, les Américains n'étaient pas présents dû aux attentats qu'il y avait eu la même année chez eux. Je me souviens de cette image, là je revois ces YZ qu'ils avaient tous les trois avec le drapeau français sur les plaques latérales de la moto. Voilà.
Mais c'était sympa. Et moi j'avais enregistré ça en cassette vidéo. Oh la vache. Que de souvenirs, que de souvenirs. La particularité du coup, on en revient au motocross d'Erazen, la particularité de ce circuit à Saint-Antonis, c'est tout simplement qu'il est en fait dans les rues de la ville, pour que les habitants puissent voir la course depuis chez eux. Ça, c'est quand même sympa. Et puis ensuite, le reste du circuit, eh bien, c'est typique du sable du nord de l'Europe. Enfin, voilà, avec il y a des grosses dunes, des sauts, etc. Mais c'est du vrai sable profond de là-bas. Et du coup, à l'époque, ce qui faisait qu'un pilote avait une maîtrise parfaite du sable, eh bien, c'est tout simplement quand il obtenait une victoire sur cette épreuve à Saint-Antonis. Et ça va être le cas du papa de Jeffrey Herlings. Peter, il va gagner en 1978. Et l'année précédente, il aurait pu gagner aussi. Il y avait 3 manches. Et il avait gagné les 2 premières, il me semble, et à la 3e, il a dû abandonner par rapport à un problème de suspension qu'il y avait eu sur la moto. Mais sinon, il aurait pu gagner 2 fois d'affilée. Les plus forts à ce petit jeu-là, c'était les Belges, forcément, et les Néerlandais. Vous imaginez en France, vous imaginez en France une compétition un petit peu qui ressemble à ça, mais finalement, on l'a en quelque sorte, puisque le Touquet, si on parle de ça, bah, ça part un peu dans les rues de la ville, et puis ça finit par s'engouffrer sur la plage. Il y a un petit peu de cet esprit-là quand même. Ouais. Donc Peter Herlings, il va faire le plus gros de sa carrière sur des motos, enfin sur une 500 Maiko. Il a même des offres de chez KTM qu'il va refuser puisqu'il est très à l'aise sur la Maiko. Ensuite, à partir de 81, il évoluera sur du Suzuki, du Yamaha, puis du Honda, et sa fin de carrière, officiellement, sa fin de carrière internationale, se fera en 1993, puisque en 1994, eh bien, va venir au monde notre cher Jeffrey Herlings. Et pour en finir au sujet de Peter, écoutez, il va continuer de rouler un petit peu sur le championnat néerlandais de 1994 à 2000, là où il obtiendra 4 titres durant ces années-là. Notre cher Jeffrey Herlings. Il est donc né le 12 septembre 1994 à Geldrop, ou Geldrop, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est au sud des Pays-Bas. Voilà, vous êtes content de le savoir, mais bordel, je suis en train de penser à ça, vous avez pris vos cacahuètes ? J'ai pas mentionné les cacahuètes depuis le début. Et non, j'ai pas mentionné les cacahuètes, mais c'est terrible. Oh là là, bah oui, bah prenez vos cacahuètes, un petit bol. Allez-y, parce qu'on est parti pour un petit truc sympa. Prenez vos cacahuètes. Oh, j'ai pas parlé de cacahuètes. Eh ben... ce qui va nous intéresser, c'est de 2002 à 2007. Déjà, il va commencer à enchaîner les titres en 65 et en 85. Aux Pays-Bas, vous allez le reconnaître à son numéro 82 sur les vidéos, puis il aura le fameux numéro 84 qu'il a encore aujourd'hui, et il aura aussi le même numéro qu'un certain James Stewart à un certain moment, c'est-à-dire le 259. Herlings zich had gewenst dan niet meer dan een 14e plaats uit. Al wel voor kampioenschap. On sent chez ce gamin une confiance dès son plus jeune âge. On sent déjà que c'est quelqu'un qui a très confiance en lui. Race 1. C'est prometteur pour la suite. Race 2. Alles of niets. 2008, ça va être sa plus belle saison en 85 parce qu'il va strictement tout gagner. Il va être champion des Pays-Bas devant un certain Max Anstey que vous allez reconnaître aussi sur la vidéo. On est ici à l'Europe. Max Anstey a la KTM numéro 3. Jeffrey l'emporte, il est champion d'Allemagne cette même année, champion d'Europe.
sera aussi champion du monde en 85. L'épreuve, elle avait lieu à Erde, aux Pays-Bas. Et d'ailleurs, pendant ce championnat, Max Anstey, lui, il était en compétition avec lui principalement cette année-là. Et il avait fini premier à la première manche. Et puis il a abandonné en seconde manche. Si toutefois il y en a parmi vous, parce que j'ai essayé de chercher ce qui s'était passé par rapport à Max Anstey, c'est un tout petit détail, mais pourtant j'ai essayé de me creuser la tête là-dessus. J'ai pas su pourquoi il avait abandonné, certainement peut-être un petit pépin mécanique. En tout cas, la victoire, elle revient à Jeffrey Herlings cette année-là. Et puis, on a un Français également qui était présent sur ce championnat du monde, c'est Dylan Ferrandis, qui va finir 3e en 2008. Voilà, les Français qui seraient évidemment intéressants d'aborder dans ce genre de format vidéo. On va voir ça. Alors évidemment, vous comprenez là que Jeffrey Herlings, il est très à l'aise dans le sable, et puis dans les conditions dures finalement qu'on trouve dans le nord de l'Europe, notamment pendant l'hiver, pour s'entraîner en motocross. Il s'est toujours entraîné dans ces conditions difficiles, ce qui fait de lui, en fait, au fur et à mesure du temps, il est déjà très assidu pour son jeune âge, donc ça en fait un pilote déjà redoutable. Et qui plus est, alors il a l'aide de Suzuki à ce moment-là, et oui, parce que c'est un pilote qui aussi en 85 évolue sur Suzuki, un petit peu à l'image de Ken Roczen, Eli Tomac ou encore Jet Lawrence, dont on avait déjà parlé. Voilà, Suzuki, une école de champions, encore, décidément. Ce qui le rend vraiment fort en plus par rapport à ça, c'est que la plupart de ses concurrents à cette époque-là, ils roulent sur des KTM 85 SX ou encore des Honda 150 CRF 4 temps, et ces motos-là sont beaucoup plus performantes que la 85 RM, donc lui, faut qu'il cravache encore un petit peu plus pour pouvoir performer au guidon de cette moto-là, donc ça forge vraiment un bon pilote. Vous voyez, Jeffrey Herlings, il est vu un petit peu comme la référence du sable, un petit peu à l'image de James Stewart aux États-Unis. On prend un peu cette référence-là, le Booba du sable, parce que James Stewart, il est très connu pour sa technique en supercross et en motocross, puis vous avez Jeffrey Herlings à côté de ça qui est hyper performant, notamment dans le sable. Puis de toute façon, il va être hyper performant tout court dans les années à venir. On va entamer sa carrière professionnelle. Tout au long de sa carrière, il y a quelque chose qui revient en permanence, c'est la blessure. Alors vous allez voir, on n'est pas dans le même registre de blessures profondes comme ce qu'a pu subir Ken Roczen, parce qu'en même temps, en 2009, c'est un petit peu les deux pilotes en Europe qui font sensation aussi. En 250, vous avez Kenny et puis Jeffrey Herlings, dont on parle énormément. Donc c'est pour ça qu'on peut faire un petit peu cette comparaison-là. Et si vous voulez, sans parler de blessures aussi profondes que Kenny, mais lui, il va se blesser très régulièrement, vous allez le comprendre au fur et à mesure. Et donc c'est pour ça que lui, il se dit capable de faire des grandes choses, et que sans blessure, il est capable aussi de gagner des championnats. Seulement voilà, la blessure, elle est là. En revanche, il parle de lui aussi comme quelqu'un qui n'est pas James Stewart. Il n'est pas aussi régulier que lui par rapport aux résultats qu'il est capable d'obtenir. Vous avez un James Stewart qui s'est évidemment pris des plombs, qui s'est blessé aussi pendant sa carrière, en revanche, qui a été quand même présent une majorité de temps durant tous ces championnats. Voilà, il était très régulier dans ses résultats. Et vous avez Jeffrey Herlings qui, vous allez voir, c'est les montagnes russes, tout simplement. On va donc entamer vraiment là le début de sa carrière pro. Encore une fois, si toutefois il y a un événement dont je ne parle pas qui vous a marqué, mentionnez-le en commentaire. En fin 2008, il va tester la 250 RMZ de chez Suzuki. En revanche, en début 2009, écoutez, il va signer son contrat avec Red Bull KTM. Et ça va faire de lui un des pilotes qui a le plus de longévité avec une marque, un team, le plus d'ancienneté. Et c'est aussi le pilote qui aura accumulé le plus de victoires en GP avec la même marque de moto. On y reviendra un petit peu plus tard. Et dans cette lignée-là, vous aviez aussi des pilotes, notamment des pilotes Kawasaki qui étaient restés très longtemps avec une seule marque. À l'époque, vous aviez Jeff Ward qui est resté 14 ans chez Kawasaki. Ensuite, il y a eu Ryan Villopoto qui est resté 13 ans avec Kawa. Et plus récemment, il a pris sa retraite cette année, Adam Cianciarulo, qui lui cumule plus de 20 ans de collaboration avec les Verts. On va rentrer donc en 250 cm3 et là vous allez voir que ça va monter crescendo. En 2009, il va finir 3e du championnat des Pays-Bas et il va finir 2e en catégorie EMX2 derrière Christophe Charlier. On va aussi le voir victorieux ici en Allemagne à Schwedt. Axel Alertu, the teammate to this rider here, Jeffrey Herlings. But it's going to be a win for number 84, Jeffrey Herlings. Schwedt. Je sais pas comment ça se prononce non plus en allemand. Mais enfin bon, Schwedt. Voilà. En 2010, il passe donc en catégorie MX2, première victoire de GP à domicile. Il va se faire 1 et 1 pendant les manches. A little fist pump there over the Dragon's back. He's going to jump it nice and short.
into this final corner. The fans are going crazy here, and Jeffrey Hurlings, he rounds out the final turn over the compression under the Red Bull Bridge, and he's going to take his first ever MX2 Grand Prix race victory, and he sets himself up. Il finira 6e du championnat après s'être déboîté l'épaule en République tchèque en deuxième manche à Loket. Vous le voyez sur cet extrait vidéo, il y a Christophe Charlier qui tombe juste devant lui. Charlier goes down, and that bike is unsighted for a lot of the riders through to the finish area, and that'll be Hurlings down on the deck. Yes, I think it is. Et puis ça provoquera le début d'une longue série de blessures pour notre ami Jeffrey. Et sur ce championnat-là, cette même année, alors là, le leader de la course, c'est Marvin Musquin, et c'est aussi lui qui sera champion du monde cette année en 2010 en catégorie MX2. 2011, on en avait déjà parlé dans la vidéo de Ken Rogzen, il y a cette fameuse bataille au GP du Portugal entre Kenny et Jeffrey qui n'en finit pas. Zach trying to make a push late on to take that third place, and he was actually like a second quicker than the Englishman on that one. And Gauthier Paulin still hovering down there in fifth, not really going forward as these two now really start to turn up the heat on each other. And this is the area where we were saying a moment ago, very close through there. And watch Hurlings now. Évidemment, ça tourne à l'avantage de Ken Rogzen parce qu'on le sentait plus rapide que Jeffrey sur cette course-là, enfin en tout cas à cette période. Il va quand même terminer vice-champion MX2 cette année-là. Tout au long des saisons qui vont suivre, il y aura notamment plusieurs pilotes français qui vont être intégrés un petit peu à ces championnats-là, comme Gauthier Paulin, ou encore Romain Fèvre, Dylan Ferrandis, dont on avait déjà parlé, Valentin Tellier, ou encore Jordi Tixier. 2012, premier titre en catégorie MX2. Il est champion du monde MX2, c'est-à-dire 13 podiums, dont 9 victoires. Il était en bataille en fait toute l'année avec Tommy Searle. Alors cette année-là, c'est certain qu'ils seraient pas partis en vacances tous les deux. C'est une année où ils vont se rendre un petit peu les coups quand ils vont en avoir l'opportunité. Et au Portugal, c'est là où on commence un petit peu à comprendre le tempérament du bonhomme, mais il exprime évidemment son mécontentement à l'arrivée de la course, tout simplement parce qu'il était parti pour faire 1 et 1 pendant ses manches. Et pendant la deuxième manche, vers la fin de la deuxième manche, si vous voulez, il y a un retardataire devant lui qui est Mel Pocock, et puis qui tout simplement n'a pas compris, enfin on imagine qu'il n'a pas compris que les leaders de la course arrivaient et donc il est censé les laisser passer, et il va bloquer en fait Jeffrey Hurlings, et ça va profiter à Tommy Searle pour s'offrir la victoire sur cette deuxième manche au GP du Portugal. Et Jeffrey Hurlings, à l'arrivée, eh bien, il a exprimé son mécontentement. Language, excuse me. À base d'insultes en tout genre et tout, et il était bien chaud. En même temps, ça peut se concevoir. On parlait juste avant de Tommy Searle, ils vont s'accrocher aussi au départ en Italie, enfin avec d'autres pilotes. Jeffrey, il va sortir Arnaud Tonus pendant le GP de France qui a lieu à Saint-Jean-d'Angély. Goes through. Oh, naughty move there from Hurlings. On sent que c'est un bonhomme, écoutez, qui a un certain tempérament, qui est là pour gagner. Et vous allez voir, il est prêt à tout pour aller décrocher la victoire. Voilà. Cette session sable que vous êtes en train de voir en vidéo, c'était juste avant un exploit qu'il va réaliser à l'Europe. Là, on va pouvoir l'appeler The Flying Dutchman, le néerlandais volant, tout simplement parce que pendant ce GP de l'Europe, donc l'Europe, une nouvelle fois, c'est aux Pays-Bas, c'est chez lui à domicile, il va mettre un tour à presque tous ses adversaires pendant la première manche. Tout en sachant que Max Anstey est troisième et que le deuxième, qui est Jérémy Van Der Beek, à cette époque-là, son teammate, d'ailleurs chez KTM, il va finir avec un petit peu plus de 2 minutes d'avance sur lui pendant la première manche. C'est juste un truc de dingue. En gros, il a failli mettre un tour aussi au deuxième. C'est un malade. And here's Hurlings now going up the inside of Max Anstey. That'll be another scout for him. Anstey just looks across in amazement and can't believe that it's been done there on the final lap, but the crowd love it. Look at that, the reception. And you can hear the commentator out on the circuit as well. Cette même année, au Motocross des Nations, il va aussi réaliser
ce qu'on peut qualifier d'exploit. Les Pays-Bas vont décrocher la 4e place. Lui, il va faire 1 et 2 pendant ses manches. Il a alors tout juste 18 ans. Et la 2e manche, elle est juste incroyable parce que finalement, il va partir d'environ la 28e place pour remonter à la 2e place derrière Antonio Cairoli. Et il est derrière Antonio Cairoli, pas à 1 minute et quelques ou quoi que ce soit. Il est genre quasiment dans les roues d'Antonio Cairoli. 1 ou 2 tours de plus et s'il y avait peut-être de fortes chances pour que Jeffrey s'offre la victoire. C'est là où vraiment en fait il assoit sa domination un petit peu. Le motocross des nations, je l'ai pas précisé, il a lieu à Lommel en Belgique, donc dans le sable, et c'est là où il assoit sa domination dans cette texture là. Et ça en fait un des pilotes un des pilotes les plus rapides de la planète. Et donc voilà, il porte à merveille son surnom The Bullet, la balle, The Bullet. Bon, j'espère que ça vous plaît jusque là. Pensez à vous abonner, c'est gratuit. Bouffez vos cacahuètes avec amour, mangez-les, croquez-les. Enfin, faites ce que vous voulez avec vos cacahuètes d'ailleurs, mais pensez à vous abonner, c'est gratos. Faites-le à la fin de la vidéo si vous le souhaitez, vous le faites quand vous voulez. C'est très bien, quand ça vous chante. 2013, 2e titre consécutif en catégorie MX2. Et là, on va se trouver, ça va être un vrai délire parce qu'on va se trouver entre victoire et blessure. Enfin, vous allez voir. Toutes les courses auxquelles il participe, bah c'est simple, il gagne. Il va manquer 2 épreuves à cause d'une fracture à l'omoplate cette année-là. On va le voir se cracher d'une façon relativement impressionnante, finir dans les barrières pendant les qualifs du GP à Valkenswaard. Hurlingso ran wide and straight into the catchment fencing, missed his back brake. Et où il y a des images qu'on fait un petit peu le tour du monde, si vous voulez, où on se rappelle de quand il perd un petit peu patience derrière Glenn Coldenhoff. On enchaîne en 2014 par une blessure à l'épaule au GP du Brésil. Donc il va manquer un GP et sur le reste, ça va être 12 victoires. Donc si vous voulez, à ce moment du championnat, il lui manque 5 points pour être virtuellement champion du monde devant son teammate de l'époque qui est Jordi Tixier à ce moment-là. I didn't ride it last year, I rode it the year before, but I rode Roxon. Yeah, good point. Going in, nice line there. See, he jumped short on the tabletop. That's where he got the power across. Got to come across. Seulement voilà, il va être out pour 3, enfin out, il va être off, il va être sur la touche pour 3 GP, tout simplement parce qu'il va se fracturer le fémur. Cette même année, il se blesse en fait sur ce qui s'appelle la Charity Race. On va convertir ça en course de charité organisée par Stefan Everts et KTM, où il est censé rouler en 85. Il va perdre le contrôle de la moto pendant une des courses. Bref, fracture du fémur. Mais pour espérer défendre quand même son titre, il va participer au dernier GP de la saison et il va finir 11e. Malheureusement, ça va pas trop fonctionner et c'est Jordi Tixier qui va l'emporter devant lui avec 4 points. 4 points d'avance devant Jeffrey. Sinon, ça aurait pu être son 3e titre consécutif. Enfin, c'est un truc de dingue, parce que là, le fémur, à ce moment-là, si vous voulez, il loupe 3 courses, mais le fémur, il est pas complètement consolidé, il est en cours de reconstruction. Il roule en gros avec le fémur, on va pas dire qu'il roule avec le fémur cassé, mais il roule avec un fémur en cours de reconstruction. C'est un dingue. Cette même année, il fera son entrée aux États-Unis, il va participer notamment à la course outdoor de Unadilla, et en parallèle de ça, jusqu'en 2014 d'ailleurs, il s'offre la victoire sur le Dutch Masters, c'est le championnat néerlandais de motocross. Voilà. C'est un championnat sur lequel il va participer d'ailleurs chaque année. Puis d'ailleurs en 2024, vous avez des Français aussi qui ont pris part un petit peu, même peut-être les années précédentes, j'ai pas regardé, mais vous avez des Français en 250 comme Thibaut Bénistan qui ont pris part à ce championnat-là, ou encore Romain Fèvre, d'ailleurs qui s'était offert une victoire là récemment sur ce championnat. Voilà. En 2024. Mais c'est Jeffrey aussi en 2024 qui l'a emporté. Bref, passons à 2015. On reste encore là en catégorie MX2. Beaucoup de crash, beaucoup d'os cassés pour cette saison qui arrive. Third as they hit the first. Oh, and there's that Hurling's down. Ooh. Oh, Hurling's down. Jeffrey Hurlings goes down. Look at that. Big high side. Oh, wow. Oh, it's a big crash for Hurlings. Big crash for the 2-time world champion. Oh, it's Geisler's down. No, it's Hurlings. Hurlings is down on that blue standing construct. Yeah, oh, and Hurlings goes down. Safely through was that the Suzuki. Jeffrey Hurlings goes down on a broken collarbone.
He gets tagged through the first turn. Malgré 2 belles victoires en début d'année, comme cette belle victoire ici au Qatar, avec une certaine émotion, parce qu'il revenait de blessure finalement par rapport à l'année précédente, il va se fracturer la clavicule au GP d'Allemagne, il va venir rerouler en Suède avec une plaque dans l'épaule, il va gagner la première manche, il va tomber à la deuxième manche, donc là cette fois-ci il tombe sur l'autre épaule, heureusement, mais enfin bon, il fallait peut-être pas péter l'autre côté non plus, il aura une blessure à la main, il va se déboîter un des doigts de la main. Il va se déboîter la hanche aussi pendant les qualifs à Loket, en République tchèque, donc si vous voulez, donc voilà encore une fois, il se blesse, il perd régulièrement, et on pourrait dire que ça, c'est que le début. Il va terminer en 2015 7ème du championnat, malgré toutes les blessures, il va louper en gros toute la fin de la saison. Est-ce que la chance va lui sourire un petit peu plus l'année qui va suivre, en 2007 ? Eh bien on pourrait dire que oui, mais... Voilà. 2016, c'est son 3e titre en catégorie MX2. Voilà, 15 courses, 14 victoires, et l'autre course où il ne gagne pas, il finit 2e. C'est énorme. Pushes him over the berm. Business as usual for Jeffrey Hurlings. He dives down the inside, and Ferrandis did not like that. He pushes the former two-time champ wide. Oh, the gloves are off here at round 1. Riders touch on the bottom of the hill. It's an absolute dogfight. Hurlings, Ferrandis, which one's it going to be? Ferrandis is going to park it, or is Hurlings going to park it? Oh, Hurlings, Ferrandis wins. Ferrandis takes the win here. Encore une fracture de la clavicule contractée cette fois-ci pendant les Dutch Masters, donc le championnat néerlandais de motocross. On va le voir cette année-là en bataille avec Dylan Ferrandis ou encore Prado. Alors moi je dis Jorge Prado, je sais pas si vous dites Jorge Prado, enfin on va dire Prado tout court, voilà, qu'on reverra après évidemment. D'ailleurs Prado qui aujourd'hui quand il parle de Jeffrey Hurlings a un certain respect pour lui. Dans une interview d'ailleurs, Prado expliquait qu'il avait dit à Hurlings qu'il était une sorte d'inspiration pour lui et une sorte de modèle. Il y a un profond respect entre ces pilotes-là, même si parfois on peut sentir une animosité, même si à certaines périodes ils sont pas forcément tous potes là-dedans, ce qui peut se concevoir. En revanche, je pense que vu la quantité de travail que ces mecs-là qui doivent subir physiquement et sur la moto pour pouvoir atteindre le haut niveau, forcément il y a une forme de respect qui se fait pour chacun d'entre eux, même s'ils peuvent pas tous se blairer. On va le voir aussi en bataille avec un certain Jason Anderson pendant le motocross des nations, et grâce à ses résultats d'ailleurs quasiment identiques à ceux de Lommel en 2012, parce que là on va inverser, il va finir 2 puis 1, donc il va emmener les Pays-Bas à la 2e place au motocross des nations. Il faisait équipe cette année-là avec Glenn Koldenhoff et Brian Bogers. Et pour la petite anecdote, si certains d'entre vous s'en souviennent, c'est Anderson qui l'avait emporté pendant la première manche, pendant cette manche où il se battait avec Jeffrey Hurlings, et lorsqu'il a passé le saut d'arrivée, puis le drapeau à damier par la même occasion, il y a un pilote qui lui a ratterri dessus et puis qui avait mis Jason Anderson KO sur le côté du saut. Peut-être que ça parle un petit peu à certains d'entre vous. Donc vous imaginez que sans les blessures, durant ces 5 années en catégorie MX2, il aurait été en mesure de pouvoir remporter quasiment 5 titres consécutifs, et puis que malgré les blessures, il a quand même 3 titres de champion du monde MX2. C'est quand même du lourd. Alors cette même année, en 2016, il se sera aussi confronté à certains Américains, puisqu'il y a un GP qui a lieu à Charlotte, aux États-Unis, où il va y avoir une confrontation d'ailleurs avec Cooper Webb et Austin Faulkner, mais c'est rien comparé à ce qui va se passer les années suivantes à partir de 2017. 2017, ça marque son entrée en catégorie MXGP, donc sur le championnat du monde en 450. Donc jusque-là, vous êtes encore là, c'est très bien, est-ce que ça vous plaît ? J'espère que ça vous plaît, oui, oui. Je suis sûr que vous avez déjà pioché comme ça, comme s'il n'y avait pas de lendemain dans votre bol de cacahuètes, n'est-ce pas ? Bien sûr, remettez-en quelques-unes, évitez de bouffer... Voilà, je sais pas pourquoi je tripote ce stylo depuis tout à l'heure, mais évitez de bouffer tout le paquet, hein ? Évitez. Je dis ça pour vous. Je dis les cacahuètes c'est cool, à petite dose. Enfin c'est cool, c'est tout ce qu'il faut retenir. Les cacahuètes, c'est cool. Voilà, le premier truc dont je vais vous parler, c'est cette confrontation qu'il y a eu avec les Américains en 2017 et en 2018. On l'attendait en fait beaucoup, pour savoir notamment vis-à-vis d'Eli Tomac. Je vous ai fait référence un petit peu d'ailleurs à ça dans la vidéo que j'avais faite sur Eli Tomac, mais on attendait beaucoup de Jeffrey et d'Eli, de voir ce qui allait se passer, s'ils allaient se batailler un petit peu sur les courses auxquelles ils allaient participer
ensemble. Le point commun entre ces deux hommes, j'en parlais un petit peu en début de vidéo, c'est que c'est des bourreaux de travail. Ils ont que ça en tête. Vraiment, il y a une attitude un petit peu similaire par rapport à ça. Ils ont juste envie de gagner des courses. Ils font de la moto pour gagner des courses. Évidemment, les autres pilotes aussi. Seulement chez eux, c'est comme ça. Ça se ressent davantage. Ils sont là pour gagner. La première confrontation qu'il va y avoir, c'est sur le GP de Jacksonville, en Floride. 203.3 out on his own in the track. Hurlings at 203.6. Well, he was coming through traffic and trying to find his way past the... Alors c'est Herlings qui va gagner ce GP, il va faire 2 et 1, et Thomas qui va faire 1 et 3. Ensuite, il y aura la dernière manche de l'Outdoor US, donc ça c'est le championnat pro motocross en Amérique, pour ceux à qui ça parle le moins d'entre vous, Ironman, et ça c'est la dernière épreuve du championnat américain, donc Eli Tomac en fait il venait à cette course-là, si vous voulez, enfin il continue son championnat. Mais il a déjà son titre en poche, donc pas d'intérêt de prendre trop de risques pour lui sur cette épreuve. Seulement Jeffrey il est là, il va gagner cette course à Ironman. Il me semble que c'était pendant la première manche où Tomac essaye de le recoller parce que Jeffrey a pris rapidement la tête, et puis finalement il va chuter dans un virage. Puis en deuxième manche d'ailleurs c'était Marvin Musquin qui était en tête et puis qui va chuter aussi. Bon, il finira quand même deuxième, Marvin, de cette deuxième manche là. Mais si vous voulez, cette confrontation avec Eli Tomac en 2017, eh bien pour Jeffrey ça manque un petit peu de quelque chose, et d'ailleurs pour Eli Tomac aussi, je vous en avais parlé, puisque ces deux pilotes là, si vous voulez, pendant les courses, eh bien ils ont pas vraiment eu le temps de se battre. Soit il y en a un qui partait mieux au départ, il y en a un qui se retrouvait dans le paquet, et inversement, voilà, il y a toujours eu un truc qui a fait qu'ils n'ont pas eu une vraie bagarre côte à côte. En attendant, sur le championnat MX GP en 2017, parce que là aussi il faut quand même souligner ce qui s'est passé pour Jeffrey, c'est un début de championnat compliqué, il va y avoir une fracture de la main en début de saison, 6 victoires quand même de GP, et une deuxième place au classement général, vice-champion du monde MX GP. C'est bien, mais lui il veut gagner. Un des principaux rivaux de Jeffrey Herlings cette année 2017, sur le championnat MX GP, c'est Antonio Cairoli. 9 fois champion du monde en incluant son titre cette même année en 2017, on se dit que malgré tout, la blessure qu'a contractée Herlings en début de saison, ça lui a peut-être profité un petit peu pour ce championnat. Car pour Cairoli, on compte 9 manches gagnées contre 11 pour Herlings. En tout cas, chacun, ils ont 6 victoires de GP sur cette saison 2017. Mais quand on revoit cette bataille à Lommel, où d'ailleurs il y avait Glenn Koldenhoff qui s'était un petit peu joint à la partie, on se dit que quand même, c'était chaud. Faudra attendre en fait 2018 pour avoir une nouvelle confrontation avec Eli Tomac pendant le Motocross des Nations qui cette année-là a lieu à Redbud. Et là encore une nouvelle fois, eh bien on reste sur le même bilan qu'en 2017, puisque en fait les deux hommes n'ont pas eu l'occasion de se battre côte à côte. Là, les Pays-Bas vont terminer deuxième au Motocross des Nations, et Eli Tomac, d'ailleurs, il était limite plus focalisé sur le fait de battre Jeffrey Herlings que de remporter la victoire pour les États-Unis. Voilà, en fait, si vous voulez, c'est que des deux côtés de l'Atlantique, mais si en Amérique, on va beaucoup parler de Jeffrey Herlings qui est très rapide en Europe, et puis en Europe, on va beaucoup parler d'Eli Tomac qui est très rapide aux États-Unis. Donc c'est pour ça qu'on avait hâte de voir ce que ça allait donner un petit peu la confrontation entre... Oula, ça trempe de partout. La confrontation entre les deux. D'ailleurs, les Pays-Bas termineront deuxième aussi au Motocross des Nations en 2017. Jeffrey Herlings, dans une interview, lui, ce dont il a envie, c'est qu'ils aient l'occasion avec Eli Tomac. Alors cette interview-là, en l'occurrence, ça date de fin 2022 ou début 2023, je me souviens plus exactement. Mais en gros, il aimerait que lui et Eli Tomac fassent une course de 1 contre 1, des manches de 30 minutes. Ils choisissent un terrain en fonction de... Ils se mettent d'accord là-dessus. Et puis, ils voient tout simplement qui est le meilleur des deux. Lui, c'est de ça dont il aurait envie. Vous imaginez un truc comme ça? Ça ferait péter Internet. Moi, je serais client. Ça, c'est clair. Premier titre de champion du monde en catégorie Rennes, mais à votre avis, comment s'est passée cette saison? Sur le championnat MXGP en 2018, eh bien encore une nouvelle petite blessure, évidemment, on continue dans la même lignée, on en remet une autre dans la collection. Fracture de la clavicule à l'entraînement, enfin plus particulièrement d'un petit os dans la clavicule, bon, ce qui va pas l'empêcher de briller. Cette saison-là, en 2018, c'est 19 podiums sur 20 courses, 17 victoires. Il va juste louper une seule course, il fera son retour en Indonésie, là où il va gagner. D'ailleurs, en deuxième manche, il tombe 2 tours avant la fin, il y a Antonio Cairoli qui le passe, puis Antonio Cairoli va tomber et Herlings va le repasser, etc. Donc Herlings gagne. As Herlings went from third to first after he found his way past Cairoli and Geiser. In fourth. 2 laps to go, Jeffrey Herlings threw away 3 seconds at the head of the field, and almost immediately afterwards, Cairoli, who had just taken the lead,
fell out of the lead as well. And that handed Jeffrey Hurlings, he still had 3 À ce moment-là, en 2018, il y a même sa maman à Jeffrey Hurlings qui témoigne de ça. C'est quelqu'un qui déjà sacrifie tout pour pouvoir gagner en motocross. Et là, il va vraiment s'éloigner de toutes les distractions possibles. C'est quelqu'un qui a déjà, enfin, dans son quotidien, il s'éloigne déjà d'un maximum de distractions. Mais pour sa mère, Jeffrey, il a un petit péché mignon. C'est les filles. Et donc là, il va faire l'impasse sur absolument tout pour pouvoir devenir champion du monde, enfin un des meilleurs pilotes de la planète. Enfin en tout cas un peu plus que ce qu'il est déjà. Alors 2018 c'est aussi une saison où il y a beaucoup de bagarres avec Antonio Cairoli et puis une qui a marqué les esprits, c'est évidemment sur le GP de Matterley-Bazin. Voilà. C'était quand même quelque chose. I think it was the 93 of Benson. Back markers looking over the shoulders, they know not to get involved as well. And Hurlings looking to make a move down the inside. Oh, he runs down into Cairoli. Oh! Wow! That was coming. Hurlings charged down the inside. He had one thing on his mind. Plays will already be shown all over the world. But Jeffrey Hurlings, he won't care about that. He lights the candles. He wins race 1 here at Matterley Basin. And it's a 13th race win in the books for the Bullets. Hurlings, though, will swing to the inside, just like he did on Geiser, and he does! That was a move from race 1 on Geiser, and on the final lap, Hurlings goes through, but Cairoli will charge down the inside. No, he switches to the outside. He's going to chase the dirt. Oh, he swallows the burn with the back wheel. Win of 2018. He does it here at Matterley. He takes a look back. Big win for you. Perfectly timed races and totally outsmarted your teammate. Yeah, definitely. I did my best. On arrive sur les saisons 2019 et 2020 où là il va y avoir quasiment une absence totale de Jeffrey sur les championnats. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de blessures. En 2019, il va se fracturer la cheville pendant l'entraînement en janvier. Il va tomber, Jeffrey Hurlings, pour son retour à la compétition. On est en Lettonie. Et du coup, quand il se relève, on sait pas trop si c'est ça qui a provoqué de nouveau du mal, en tout cas à sa blessure. Mais vous avez le pilote Husqvarna qui arrive juste derrière lui, Jazzy Konis, qui va percuter ce pied blessé. Donc voilà, est-ce que c'est l'impact de la chute ou c'est le percutage, j'allais dire, ou c'est l'impact avec Jazzy Konis qui a engendré, vous voyez, qui a réveillé la blessure. On sait pas vraiment, enfin bref, du coup, fin de saison. C'est un petit passage à vide quand même. Il va faire son retour en fin 2019 pour le Motocross des Nations qui a lieu à domicile aux Pays-Bas à Assen. Et c'est là où l'histoire est très très bien écrite. Alors Jeffrey va faire 4e et 2e de ses manches. Celui qui va très très bien scorer dans l'équipe néerlandaise, c'est Glenn Koldenhoff, puisqu'il va faire 1 et 1. Comme l'année précédente d'ailleurs en 2018, et du coup ils vont offrir la victoire aux Pays-Bas pour ce Motocross des Nations qui a lieu à domicile. Et ça c'est beau. En 2020, après plusieurs victoires en GP, il va chuter lourdement en Italie. Et donc là se fracturer plusieurs cervicales. Donc en fait, il explique que dû à cette chute, on le voit d'ailleurs sur cet extrait vidéo, que c'est relativement brutal quand même. Suite à cette chute, il ressentait quasiment pas de douleur lorsqu'il était au sol, dû au fait qu'en fait, il avait quasiment l'impossibilité de bouger. Cette chute-là, évidemment, elle met un terme à sa saison aussi, mais elle va aussi changer un petit peu sa vision des choses. Ça va lui mettre un petit peu, j'allais dire, du plomb dans la tête, mais si vous voulez, forcément, quand vous passez par ce genre d'accident, où vous avez peut-être un petit peu peur de la paralysie quand même, eh bien écoutez, on va retrouver Jeffrey l'année suivante, en 2021, avec, alors pas une toute nouvelle approche, mais une nouvelle approche un peu quand même. Sur cette fameuse saison 2021, là où avant, en fait, il était prêt à tout finalement, pour pouvoir gagner une course, pour pouvoir gagner un championnat, eh bien là, il va accepter le fait à certains moments, de ralentir. Parce que lui-même le dit en fait. Je suis prêt à tout pour gagner, en revanche, j'ai compris que j'avais pas forcément envie de finir paralysé ou avec un handicap. D'autant plus que là, bien ces années-là, il commence à vieillir un petit peu. Si vous voulez, une carrière de pilote comme ça s'arrête entre guillemets de bonheur. Donc là, c'est toujours un petit peu plus de temps lorsqu'il y a une blessure pour revenir. Et puis son corps a déjà été beaucoup traumatisé. Avec une approche un petit peu plus cool, est-ce que vous pensez qu'en 2021, bien, il va pouvoir passer une saison sans forcément se blesser? Presque. C'était presque ça. Un des premiers faits marquants de cette saison, c'est aux Pays-Bas justement, à Oss, où Monticelli, alors Monticelli justement quand Jeffrey lui il en parle, il dit le pilote, le mec avec la Kawasaki. Voilà. Est-ce qu'il a oublié son nom? Peut-être, on ne sait pas. En même temps, s'il lui en veut, c'est normal. Tout simplement parce que il lui a sauté dessus pendant la première manche.
du GP à Oss. Hurlings steals through, and it's Koldenhoff alongside him, the two Dutch riders. Oh! Febvre. Was that Febvre? No, it was Monticelli all over the back of Hurlings. Hurlings just shrugged it off like a rucksack. First drama of the day. Il y avait un espèce de saut dans une légère montée, et puis Monticelli il a pris carrément une envol et il atterrit sur l'épaule de Jeffrey Herlings. Résultat, fracture de l'omoplate. Mais pensez-vous, lui dans sa tête, il est en mode guerrier. Il est énervé, il est tellement énervé qu'il va même gagner cette première manche. Seulement voilà, il rentre, il sent qu'il souffre un petit peu, il sent qu'il y a quelque chose de déplacé dans son épaule, et il le dit au team, à son staff chez KTM, il a dit là c'est hors de question que je remonte sur la moto si j'ai pas passé un scanner pour voir ce que j'avais exactement dedans. Je sens que ça bouge, et c'est mort, je reprends pas la moto tant qu'on n'a pas vérifié s'il y avait quelque chose de cassé ou non. Donc là vous avez bien compris, le verdict tombe, l'omoplate est fracturée, donc on s'arrête là. Il va faire son retour à Lommel, alors pas avec une épaule complètement à 100%, mais il va finir deuxième. On va le voir se battre notamment avec Romain Febvre. Alors Romain Febvre avec qui il va se battre d'ailleurs toute l'année, ça va être très serré avec Romain jusqu'à la fin du championnat pour le titre de champion du monde en 2021. Oh, don't need that. Just went to wheelie one of those braking bumps. The back end stepped out. He would have needed all that upper body strength. He goes to the inside. Febvre knows he's there. Taking the opportunity here. Febvre thinking, what have we got to do to get rid of a man like you? Ça va se jouer d'ailleurs, et ça va se jouer sur la dernière épreuve, un petit peu à l'image, si vous voulez, de Stéphane Everts et de Sébastien Tortelli en 1998. Là aussi pour le titre de champion du monde, cette fois en catégorie 250. Bon, 250 de temps, c'est l'équivalent du 450 aujourd'hui. Et ça avait tourné d'ailleurs à l'avantage de Sébastien Tortelli. En Lettonie, il finit 3e cette année-là, regardez un petit peu la tête sur le podium. Alors même s'il a l'approche d'un mec qui se dit prêt à ralentir un petit poil pour éviter de se blesser, il est quand même pas content. Il est là pour gagner, 3e, et ça le fait pas. Donc c'est une année où il y aura des bagarres avec Romain Febvre, comme je vous disais, avec Tim Geiger. Kawasaki have never won at Trentino in MX2 or MXGP, and Geiser and Hurlings make a mistake coming out of the turn, and it's Hurlings though who does make the pass eventually. Completely blown away that Koldenhoff made that move. I don't think he expected that at all. Oh, I tell you what, they were very close, those two. As Hurlings continues to push the envelope, he's going to make the move here. He does. He goes into second place. Ou encore avec Prado, comme ici, ce dépassement en Sardaigne. Between the first three riders. Well, we've seen how aggressive Prado's been. Another move here. Oh, how brave was that? Hurlings was already committed to the outside. I'm not sure. Ou encore cette chute en Allemagne où à Tuchenthal, où d'ailleurs les deux se percutent juste après le drapeau d'arrivée. Heureusement, il n'y aura pas de blessure ni pour l'un ni pour l'autre, ou en tout cas pas de truc majeur. And it's going to be a run to the line, and there is absolutely nothing in it. Oh! It ends in tears. Bikes and bodies in the track. Voilà, c'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais de Prado, qui disait avoir un certain respect pour Jeffrey Herlings. Ça, c'est ce qu'il a dit relativement récemment, mais c'est vrai qu'après un événement, un incident comme celui-ci, comme à l'arrivée de ce GP d'Allemagne, bien forcément vous imaginez bien que les deux, ils auraient peut-être pas eu envie de partir en vacances non plus ensemble, à l'image de ce qui s'est passé avec Tommy Searle en 2012. 2 chutes dans la même manche à Garda en Italie, une victoire sur l'avant-dernier GP, et on va se retrouver une nouvelle fois en Italie pour la dernière épreuve. Et là, si vous voulez, on a Romain Febvre qui est 3 points derrière Jeffrey Herlings, et vous avez Tim Geiger qui est 12 points derrière Romain Febvre. Donc là, en fait, ces 3 pilotes-là qui sont en tête du championnat, eh bien, ils ont 15 points qui les séparent. Donc à ce moment-là, il reste une épreuve, tout est encore possible. L'un des 3 peut être champion du monde. Ça va dépendre de ce qui se passe pendant cette course. Évidemment, ça va tourner à l'avantage de Jeffrey Herlings. Ce sera sa 5e couronne mondiale et son 2e titre en catégorie MXGP. Mais vous imaginez un peu la pression qu'ils doivent avoir, les mecs ? Ils ont 15 points d'écart. Potentiellement, ils sont capables de gagner tous les 3. Dans le casque, avant le départ des 2 manches, ils doivent péter un tuyau.
À moins que les jeux soient faits, vous voyez, au bout de la première manche et qu'après tu te dis bon bah c'est mort, je suis trop loin ou quoi, mais si ça doit être et si les résultats sont un peu serrés, tout ça doit être un truc de dingue. Là, je sais pas comment, ce serait intéressant d'ailleurs de savoir comment ils gèrent la pression un petit peu ces mecs-là. Ça doit être un truc de fou. Mais bon, après tout, c'est leur métier. On finira l'année par le motocross des nations qui une nouvelle fois a lieu en Italie. Jeffrey Herlings va réaliser 2 courses parfaites et puis il offrira la 2e place aux Pays-Bas. Et c'est d'ailleurs les Italiens qui l'avaient emporté cette année-là. 3e succès aux nations pour l'Italie, équipe emmenée par Antonio Cairoli, Mattia Guadagnini et Alessandro Lupino. Alors là, on va rentrer sur une saison qui ressemble déjà à ce qui s'est passé un petit peu précédemment. En 2022, il va se fracturer le talon en 3 parties pendant un photoshoot pour KTM à Red Sand en Espagne. Alors là, ça a été très douloureux pour lui. Ils ont beaucoup bossé en fait autour de son articulation pour reconstruire un maximum de muscles, pour pouvoir remonter sur la moto évidemment le plus vite possible, tout en sachant qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de ce moment-là, si vous voulez, un jour sans moto ou un jour de repos, eh bien c'est du temps de gagner pour son corps qu'il a déjà énormément traumatisé. Voilà, son corps qui malmène. De retour en selle à l'Europe, chez lui aux Pays-Bas, à l'entraînement, il va rechuter et se fracturer la cheville du même côté. Et donc en fait 2 semaines plus tard, il devait recevoir une opération au niveau du talon pour pouvoir lui retirer un petit bout d'os qui restait. Enfin, c'était sa dernière chirurgie. Cette blessure-là à la cheville de nouveau, ça va un petit peu tout compromettre. Et puis cette saison, eh bien, elle est à rayer de la carte. Il est absent de la saison 2022. Son objectif à ce moment-là, parce que si vous voulez, les années passent, il vieillit, même si en 2021, écoutez, il a été champion du monde. Son objectif, c'est toujours de devenir champion du monde, de gagner des courses, etc., etc. Pour lui, il a toujours le talent qu'il faut, il est toujours très bien entouré, il travaille énormément, enfin il y a tout autour de lui qui est fait pour fonctionner, en fait, si vous voulez, pour pouvoir gagner. On va arriver sur la saison 2023, où il va y avoir un très bon démarrage de cette saison. Ça va bien se battre avec Prado. Jorge Prado. Sur 8 courses, 6 podiums, 4 victoires, comme en Sardaigne. And this time it works. Herlings into 3rd place. And around the outside for 2nd immediately. We are looking, he will win the Grand Prix of Sardinia. What a ride for the Red Bull KTM rider. À Trentino, ça sera sa première victoire de manche cette année-là. Il va gagner au Portugal. En Espagne, il va faire 1 et 1 en manche. Donc il va s'offrir la victoire du GP d'Espagne, évidemment. Mais il va en même temps, par la même occasion, battre le record de victoires en GP de Stefan Everts, qui est alors de 101. Et donc ça fera 102 victoires de GP pour Jeffrey Herlings. Mendes, who has Ferrato, Valano and Lupino behind him. And Herlings around the outside. Moves into 3rd. Pushes Prado back to 4th. Only one thing on the mind of the bullet, that's to get to the front as soon as possible. Done eating the roost off the rear wheel of the gap. Et d'ailleurs, pendant cette 2e manche au GP d'Espagne, on va lui attribuer un petit peu pas le surnom, l'expression plutôt Beast Mode, comme on dirait pour Eli Tomac. C'était cette expression, si vous voulez, qui est déclencheur en fait d'une explosion pendant la course, d'un mode machine, d'un mode animal en fait en quelque sorte. Et là, Jeffrey Herlings, il va remonter en fait tout le paquet pour pouvoir gagner la course. 8 secondes devant un certain Ruben Fernandez. En France, à Villars-sous-Écot, le GP qui avait lieu ensuite, il y en a peut-être certains d'entre vous qui se souviennent, il va casser son cale-pied. C'est là où moi je me souviens un petit peu de ces fameuses, de ces bottes Alpinestar Tech 10 là, qui étaient toutes recouvertes de chrome. Alors évidemment, c'est pas le seul pilote pour qui il y a eu des décos de bottes un truc un petit peu original, mais voilà, ça m'avait marqué. Moi je sais que j'avais trouvé ça stylé, je le porterai pas, mais j'avais trouvé ça cool. Petite parenthèse bottes. Mais on peut parler bottes aussi, on parle cacahuètes, on peut parler bottes, hein. Ah ça va super, nickel. Ensuite, domination au GP de Lettonie, ce qui va donc lui offrir sa 103e victoire de GP. 103 victoires en GP. Il était déjà officiellement recordman du nombre de victoires en GP devant Stefan Everts, et bien là il vient de battre à ce moment-là son propre record en 2023. Bravo Jeffrey, c'est quand même un malade. Alors là, le championnat 2024, il est encore en cours, il a encore d'ailleurs l'opportunité de gagner, pendant ce championnat-là, on verra bien. Nous, au moment où on arrête cette vidéo, là le dernier GP en date qui est passé, c'est le GP de Touch and Tal, donc toujours pas de victoire au cours de cette saison. Et écoutez, on lui souhaite d'en avoir une 104e, ça serait énorme. La 9e épreuve de cette année-là, en 2023, elle a lieu en Allemagne.
à Tuchenthal. Il est alors leader de la première manche, il est deuxième actuellement du championnat, et il va passer en fait par l'avant, juste avant un saut, où il avait d'ailleurs doublé bien Prado et Sewer exactement au même endroit pendant les tours précédents, et donc il va se fracturer la vertèbre C5, et le pire dans tout ça, bah écoutez, c'est qu'il remonte sur sa moto et qu'il finit la course. Bon, il va finir 20ème et il va être un petit peu loin, mais il finit quand même. Hurling's over the bars! What happened there? Did he just hit a hole? Remounts. And that is going to knock the wind out of him. Il va louper seulement 4 GP, il va faire son retour en Finlande, alors il doit finir là où il doit finir, 4e ou 5e je crois, il me semble que c'est ça, 5e, ensuite il y aura le GP de Suède qui va suivre, et là il va se fracturer la clavicule, alors ça va pas l'empêcher de terminer 4e quand même, il se fracture la clavicule pendant le GP, et le plus bluffant dans tout ça, encore une fois, c'est qu'il remonte sur sa moto, il rentre au paddock, et puis il dit à son team, dans le calme le plus complet, je me suis fracturé la clavicule. Un truc complètement basique. Comme si nous, on disait, bah tiens, je viens d'aller chercher une baguette, je me suis fracturé la clavicule. En fait, à force d'avoir multiplié les blessures, et puis de les avoir, surtout cumulées comme ça, et il doit connaître son corps très bien. Si c'est cassé, rassurez-vous, il est au courant. Fin de championnat pour cette année-là. Ça le classera donc 8e au classement général. Pour la suite des choses, en ce moment, on est, comme je vous le disais, en plein dans la saison 2024. Donc il y a déjà eu plusieurs podiums à son actif, puis il y a eu déjà des très belles courses de passé, comme en Sardaigne. Moi ce qui me vient en tête là tout de suite, c'est le GP du Portugal, où il était leader de la première manche, et puis finalement les conditions elles étaient complètement catastrophiques au Portugal, il avait fait que pleuvoir, mais là c'est un environnement dans lequel lui il est très bon, tout comme Tim Geiger aussi, qui est très à l'aise dans ces conditions, avec qui il va encore se battre durant cette saison d'ailleurs. Finalement ça fait écho à ce qu'on disait lorsqu'il était plus jeune, quand il s'entraînait dans des conditions extrêmement difficiles, là quand c'est complètement pourri, il est très bon. Malheureusement, il va y avoir ce pépin mécanique en première manche alors qu'il était leader, ce qui l'empêchera d'aller conclure une victoire finale, on l'imagine. Il est très à l'aise quand c'est dégueu, ça c'est sûr, il le prouve encore une fois à l'image. Voilà, c'était un petit peu le cas d'ailleurs au GP de France à Saint-Jean-d'Angély. Peut-être que certains d'entre vous d'ailleurs y étaient présents au GP. Vous avez dû passer du beau temps, ou du temps en tout cas mitigé à la flotte, parce que la deuxième manche pour le MXGP, c'était clairement sous l'eau. Alors moi j'ai pas pu être présent tout simplement par rapport à mon genou, j'avais juste 3 semaines d'opération, donc je pouvais pas me trimballer toute la journée comme ça en appui sur la jambe. Pourtant malgré le mauvais temps, j'aurais bien aimé y être. D'ailleurs on le verra victorieux de la deuxième manche, il passera à Romain Fèvre juste peu de temps avant la fin de la course. Voilà, nous en tout cas on boucle cette vidéo juste après le GP d'Allemagne à Tuchenthal, où il va finir 3e. Et moi, ce qui m'a le plus marqué pendant ce début de saison 2024, ou pendant cette saison en cours, c'est le GP de Galice, qui avait lieu à Lugo, sur le circuit de Jorge Prado, là où il va terminer 2e, juste derrière lui. Et c'est vrai qu'en image, c'était un truc de fou, parce qu'on s'apercevait vraiment de la vitesse, à laquelle il remontait, à laquelle il roulait. Il était assez bluffant quand même, Jeffrey Herlings, sur ce GP. En tout cas, c'est mon opinion, c'est ce que j'ai trouvé. Voilà. The Bullet. Alors d'ailleurs, ils avaient relancé le départ pour la deuxième manche, car les grilles de Prado et Herlings étaient restées bloquées. Et du coup, c'est eux qui ont terminé aux avant-postes pour cette deuxième manche. Prado premier et Herlings deuxième. Pour Eli Tomac, vous voyez, on a The Beast, le Beast Mode, le mode animal, le mode machine, qu'il active pendant les courses, pour des fois quand il fait des remontées extraordinaires. Et puis c'est vrai qu'on retrouve un petit peu ce truc-là aussi chez Jeffrey Herlings. Quand vous regardez les courses en version originale, des fois les commentateurs l'emploient aussi, Beast Mode, pour Jeffrey. Notre ami Jeffrey, il est en contrat, alors je me permets de dire, oui, notre ami Jeffrey. Jeffrey, si toutefois un jour tu regardes ça, salut Jeffrey. Eh bien écoutez, notre ami Jeffrey, donc il est en contrat avec KTM jusqu'en 2025. Voilà, on verra bien ce que ça va donner pour la suite des choses, pour la suite déjà de la saison 2024. En quelques chiffres, il est déjà recordman de victoires en GP, pour rappel, donc 103 victoires, devant Stefan Everts avec 101 victoires, 4e au classement des champions du monde, encore une fois sur le championnat du monde MXGP. Alors derrière Stefan Everts, derrière Antonio Cairoli, puis Joel Roberts. 5 titres de champion du monde, 3 en catégorie MX2 et 2 en catégorie MXGP, tout comme un certain Tim Geiger qui a 5 titres de champion du monde aussi, sauf que lui, il est titré 4 fois en MXGP, ce qui fait de lui d'ailleurs le plus titré dans cette catégorie. Et c'est vrai que concernant Jeffrey, on aurait aimé qu'il se blesse moins, à l'image un petit peu comme on disait au début d'un James Stewart ou encore d'un Antonio Cairoli, voir ce que ça aurait donné ces saisons sans les blessures, parce que vous avez pu le voir, même avec les blessures, il est quand même en capacité de gagner des courses et même des championnats.
C'est une véritable machine, ce mec. Alors même ses fans, quand ils le voient, ils le félicitent pour tout ce qu'il a accompli, et en plus de ça, il rajoute « ne tombe pas ». Have a happy race and have fun. Thank you, mate. Don't fall. Don't fall. C'est un pilote, Jeffrey, aussi, que vous avez certainement eu l'occasion, pour certains, de croiser en France, parce qu'il aime bien venir faire des épreuves, comme sur le 24 MX Tour, par exemple. Après sa carrière professionnelle en motocross, écoutez, il a confié, déjà développé une certaine passion pour l'environnement de l'immobilier, voilà, dans le fait d'acquérir des propriétés, et après destiner des logements aux professionnels, aux particuliers. Enfin, il travaille là-dessus, il a déjà un pied là-dedans, il est déjà relativement investi dans ce business-là, puis surtout que lui, il exprime ça aussi, en fait, comme un sport, pour pouvoir certainement posséder le plus de biens possible, en tout cas on l'imagine. Il est investi de ce côté-là. Et il a éventuellement témoigné que pour sa dernière année de carrière en motocross, il aimerait bien participer à l'intégralité du championnat américain, l'Outdoor US, à voir si ça pourrait se faire. En tout cas, si c'était le cas, ça pourrait être très cool. Ça, plus une confrontation avec Eli Tomac, je pense qu'on serait gâté. Bon, en tout cas, peu importe la suite des choses, ce qui est sûr, c'est que c'est un pilote qui aura marqué les esprits, qui va continuer de marquer l'histoire, qui va inspirer certainement, enfin même pas certainement, qui va inspirer tout court, eh bien, les générations à venir, les générations actuelles, puisque voilà, encore une fois, même en se blessant quasiment chaque année, eh bien, on peut quand même gagner. Il y a quand même un certain truc à retenir de Jeffrey, même un gros truc. Et dans cette même interview dont je vous parlais avant, qui date de soit fin 2022 ou début 2023, on lui demandait, Jeffrey, est-ce que tu penses que si par exemple, on rembobine toute ta carrière, on se repositionne au tout début, on prend des individus lambda, et on leur dit, tiens, on vous donne un chèque de 12 millions de dollars, c'était l'exemple qui était venu pendant l'interview, et pendant les prochaines années, vous allez vivre tel et tel truc. Donc on parle vraiment de la carrière de Jeffrey Herlings. Voilà, vous allez vivre exactement ce qui s'est passé pendant la carrière de Jeffrey. Vous allez vous entraîner comme des dingues, vous allez vraiment énormément travailler, vous allez aussi énormément traumatiser votre corps, vous allez vous blesser gravement, durement, ça va s'enchaîner, vous allez vous reblesser, etc. Vous allez retravailler, vous avez pour objectif de gagner, machin. Est-ce que, enfin en tout cas, vous l'avez vu au travers de tout ce qu'on a cité, c'est quand même quelque chose de... ce qu'il a vécu tout au long de ces années, il y a, voilà, encore une fois, il y a des champions pour qui ça s'est passé de manière un petit peu plus cool. Pour lui, ça a été un parcours un peu hardcore. Et lui, il le disait, je pense qu'il y aurait peu de personnes qui seraient prêts, même pour l'argent, à encaisser ce qui va se passer les prochaines années. Ou en tout cas, ils vont peut-être commencer, mais ils finiront pas le deal. Et ça, de toute façon, comme chaque histoire un petit peu violente qui se passe chez quelqu'un, écoutez, je pense qu'il faut le vivre pour se rendre compte de vraiment de quoi il s'agit. 12 millions. 12 millions, à vous de me dire. Est-ce que vous les prenez, les 12 millions? En tout cas, vous l'aurez compris, pour pouvoir réussir au plus haut niveau, c'est comme en fait un privilège. Il faut être en capacité de se sacrifier pour réussir, peu importe la discipline, que ce soit la moto ou autre chose, un autre domaine, le but c'est de la bouffer, la discipline, et c'est tout. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, une nouvelle vidéo, et moi je vous dis à tout bien.